Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, elle est professeure en maternelle et influenceuse sur YouTube à ses heures perdues. Voilà les deux activités qu'exerce une enseignante que vous connaissez sans doute un peu mieux sous le nom de la maîtresse part en live. On va découvrir son portrait dans un instant. Mais juste avant, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Dorit, de quoi allons-nous parler avec vous ? Hello, aujourd'hui on va parler des causes et des conséquences de l'infobésité. On va voir ça dans un instant, mais juste avant, tout autre sujet. Comment aider nos ados à mieux maîtriser leur vie numérique ? Entre réseaux sociaux, robotique, applications ou encore jeux vidéo, un média s'est justement lancé sur le sujet pour accompagner nos enfants sur la voie numérique. On en parle avec notre invité du jour et son fondateur. Il s'appelle Christophe Coqui. Christophe, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Geek Junior. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, bienvenue. Christophe, on va échanger avec vous dans un instant, mais juste d'abord, on va lancer le focus. En 2020, comme beaucoup d'autres de ses professeurs, Marie-Solène Le Toqueux, enseignante en maternelle, avait lancé sa chaîne YouTube baptisée La maîtresse part en live. Après une pause, elle a décidé de relancer son projet pour le plus grand plaisir, évidemment, on peut l'imaginer, de ses 90 000 abonnés. Une chaîne qui séduit, vous allez le voir, les enfants, mais aussi les parents, comme nous le raconte Xavier Terrade. Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La maîtresse part en live. Pendant le confinement, j'ai créé La maîtresse part en live pour que les enfants de maternelle se sentent comme à l'école. Après avoir cartonné lors de son lancement en 2020, La maîtresse part en live fait son comeback sur YouTube pour le plus grand plaisir de ses 92 500 abonnés. Mais pendant les 3 dernières années, Marie-Solène Le Toqueux n'a pas chômé. Durant ces 3 ans de pause, j'ai eu pas mal de trucs à faire. J'ai repris une classe de grande section, j'ai eu un deuxième enfant et ma grande est rentrée à l'école. Mais j'ai continué à recevoir énormément de messages de parents qui voulaient voir La maîtresse part en live revenir et cela m'a encouragée à reprendre. Néanmoins, on ne peut pas refaire l'émission comme avant. Je ne peux plus tourner dans mon salon, donc je tourne dans un nouveau décor avec une nouvelle équipe et aussi un peu plus de moyens. Marie-Solène Le Toqueux est plus connectée que jamais. Vous pouvez me retrouver sur mon Discord, Insta, TikTok, Twitter si vous voulez les actualités de la chaîne et participer à son évolution. À la création de sa chaîne, Marie-Solène Le Toqueux donnait des cours en live destinés aux élèves de maternelle. Désormais, ses vidéos sont plus courtes et enregistrées. On y retrouve des ateliers. Et oui, je suis de retour et pour ce premier atelier, je te propose de fabriquer un bijou codé. Des histoires. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un livre. Des chansons. Des chansons. On ne s'ennuie pas du tout pendant l'émission. La maîtresse part en live. Mais aussi des questionnements qui intéressent davantage les parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, le numérique. Pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un effet de mode potentiellement néfaste pour les enfants. Et pour d'autres, les nouvelles technologies seraient un remède miracle pour faire tout apprendre aux élèves. Mais qu'en est-il en maternelle ? Mais La maîtresse part en live, c'est avant tout des vidéos destinées à enseigner de façon ludique les fondamentaux aux plus petits. W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. Et voilà, justement, la transition est toute trouvée. Vos enfants sont-ils fans de culture numérique, peut-être même un peu geek ? Alors, cette émission est évidemment pour vous. Vous allez voir, on va partir à la découverte du magazine Geek Junior et on va parler aussi d'éducation digitale de nos enfants dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés en visioconférence pour en parler, Christophe Coqui. Vous êtes justement le rédacteur en chef de ce journal. Alors on le sait, Geek Junior répond à un besoin jusqu'ici peu couvert par la littérature et la presse jeunesse, l'éducation au numérique. Après un lancement sur Internet réussi il y a quelques années, puis une opération de financement participatif qui a rencontré son succès, vous allez nous en parler, les numéros se succèdent et tiennent tous leurs promesses. Votre ambition à la création de Geek Junior, Christophe, c'était quoi ? De publier un magazine qui vienne s'intéresser aux jeunes, les accompagner dans leur vie numérique, c'est ça ? Oui, c'était tout à fait ça. L'objectif, c'était déjà de répondre aux questions de mes enfants qui étaient dans
qui étaient adolescents et qui me posaient des questions par rapport au numérique, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de médias qui leur parlaient directement et qui les aidaient, qui les accompagnaient dans leur vie numérique. C'est pourquoi j'ai commencé avec le site web en 2015. Après, mes enfants ont grandi, mais le projet aussi. Et ensuite, en 2020, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir un vrai support papier qui puisse être diffusé, lu par les adolescents, mais aussi par leurs parents. C'est-à-dire que le constat que vous avez fait, Christophe, c'est que les jeunes aujourd'hui maîtrisent leur vie numérique, l'usage des outils numériques, mais beaucoup moins le fonctionnement et les risques qui y sont associés. C'est vrai qu'il y a... on va percevoir plutôt les adolescents comme des personnes qui maîtrisent très bien le numérique, alors que, en fait, ce sont, comme aussi les adultes, surtout des consommateurs du numérique qui vont utiliser leur téléphone portable pour quelques usages très précis, mais ensuite, après, n'ont pas forcément une culture numérique très, très développée. Ils entendent quelques infos comme ça, à droite à gauche, mais l'objectif de Geeks Junior, c'était justement de développer cette culture numérique, comprendre dans quel monde numérique les adolescents vivent, et puis comme ça, de cette manière-là aussi, développer leur esprit critique et mieux manipuler les outils qu'ils utilisent au quotidien. Alors effectivement. Et ça, c'était vraiment l'objectif. Ben oui, j'imagine, et on va en parler quand on voit aussi le nombre de cas de cyberharcèlement qui ne cesse d'augmenter aujourd'hui en France, avec des conséquences parfois, on l'a vu, dramatiques, notamment cette rentrée, la fuite de données aussi. On se dit qu'il y a quand même, Christophe, un vrai boulevard de sensibilisation à occuper, non ? C'est clair, hein. On l'a vu avec le retour à la fois des parents, mais aussi des professeurs documentalistes, parce qu'on est diffusé dans près de 40% des collèges français. Et c'est vrai qu'il y a un vrai manque. Alors, il y a les cours de technologie au collège, parce que nous, on s'adresse essentiellement aux collégiens. Mais bon, là aussi, c'était le cours en 6e vient d'être supprimé. Il n'y a plus que des cours de technologie à partir de la 5e. Et le programme est encore assez limité de mon point de vue. Donc il y avait de quoi... il y avait effectivement, comme vous disiez, un boulevard, dans le sens où je pense qu'il faut aider les adolescents à mieux comprendre leurs outils, notamment par rapport au cyberharcèlement, mais aussi pour plein d'autres sujets. Et c'était un peu l'objectif de ce magazine. Alors justement, Christophe, vous le disiez, vous vous adressez aux 10-15 ans, aux collégiens, avec une approche très pratique des outils qui font leur quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve de manière très concrète dans Geeks Junior ? Il y a une partie qui concerne l'information et la culture numérique. Par exemple, savoir dans le prochain numéro qui sort aujourd'hui, le numéro du mois de novembre, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de comment générer une image avec une intelligence artificielle, on va parler aussi de culture geek au sens large du thème. Par exemple, le dernier film de Miyazaki qui va sortir demain. Et à côté de ça, on a une partie tutoriel qui sont des tutoriels pour vraiment apprendre à maîtriser les outils, apprendre aussi à coder. Par exemple, on a un tutoriel pour apprendre à jouer à pierre, feuille, ciseaux avec la carte microbit. Et on a plein d'autres tutoriels pour éviter, par exemple, tous les systèmes de phishing, pour les repérer quand on reçoit un email. Et on a beaucoup de tutoriels comme ça, très pratiques, de 2-3 pages, pour expliquer tout un tas de fonctions à la fois du téléphone, mais aussi de pratiques à avoir pour se protéger et pour mieux utiliser ces outils. Après, les tutoriels, on les fait faire aussi par des professionnels. Par exemple, on a un professeur de technologie qui fait parfois des tutoriels sur le coding pour nous.
Alors Christophe, justement, on va parler dans un instant. Juste avant, je suis allée faire un tour du côté des avis que laissent vos lecteurs, les jeunes et leurs parents. Suite à leur lecture, une maman notamment écrit « La raison qui m'a motivée à acheter à l'aveugle Geek Junior, c'est que plusieurs des couvertures présentaient des filles. » Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point d'honneur que vous mettez justement à mettre en avant cette diversité dans la tech parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui, on en parlait effectivement dans plusieurs émissions juste avant dans l'école du futur, les filles ne sont pas assez représentées dans ce secteur? C'est clairement un sujet. J'en ai parlé dans un article il n'y a pas très longtemps, mais par exemple, pour le lycée, la spécialité qui tourne autour du numérique et des nouvelles technologies, il n'y a pratiquement pas de filles et ça ne se développe pas. Nous, l'objectif, c'était de montrer que le numérique, ça concerne tout le monde, que ce soit des garçons, des filles, ça concerne tous les milieux sociaux, parce que ça fait partie de notre vie, des hommes. Et c'est vrai que sur les couvertures, on essaye, et puis pas uniquement sur les couvertures, à l'intérieur aussi, on essaye de montrer une vraie diversité. C'est quelque chose qui me paraît important et qui permet aussi de motiver les filles à lire aussi le magazine. Alors, ce qui est curieux, c'est que parfois, une fois, j'ai eu une remarque comme ça d'un parent qui me disait « Oui, mais vous avez trop de filles. Pour mon garçon, il n'arrive pas à se reconnaître parfois dans le magazine. » Donc, il faut essayer de trouver un équilibre, quoi. Toujours. Bon, si vous avez d'abord lancé, Christophe, en 2015, votre magazine en ligne, vous avez ensuite sauté le pas en 2020 vers un magazine papier. Pourquoi ? En fait, c'était un projet que j'avais depuis le début, c'était d'avoir un bimédia. Ensuite, on a commencé avec le site web, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et quand on a pensé qu'on avait une communauté suffisamment forte, on s'est dit qu'on allait passer au papier. Alors pourquoi le papier? Parce que ça a quand même quelques mérites encore, qui est qu'il se conserve bien. Après, moi, je suis très, très attaché à la lecture. Je pense aussi pour tout ce qui est lecture publique. Un magazine papier, ça reste quelque chose d'important. Et par rapport à notre public, un public de collégiens, on est encore sur un public qui a encore le réflexe de pouvoir lire des magazines de presse jeunesse. C'est vrai qu'après, quand ils arrivent au lycée, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, l'objectif derrière aussi, c'était de trouver un modèle économique, bien sûr, de proposer un média qui puisse s'équilibrer à la fois par la partie Internet et par la partie papier. Est-ce qu'il faut être un peu geek quelque part pour s'abonner à votre magazine? Non. Parce que c'est de la sensibilisation. Je vous posais la question, est-ce qu'il faut être un peu geek pour s'abonner à votre magazine? Parce que c'est vrai que vous parlez énormément de numérique, de technologie, d'applications aussi. On se dit peut-être que la population que vous ciblez aujourd'hui est déjà une population qui est sensibilisée ou au contraire, c'est complètement l'inverse? C'est une population qui est déjà sensibilisée. Il faut savoir que ce sont les parents qui vont s'abonner. Donc, ce sont aussi des parents qui sont sensibilisés à la question. C'est pour ça aussi que nous, on a beaucoup travaillé pour la lecture publique, pour justement démocratiser ce support pour que tout le monde puisse le lire, le découvrir, et que ce ne soit pas uniquement les parents qui sont sensibilisés à ce sujet ou les ados qui demandent à avoir un média de ce type-là qui puissent l'obtenir. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec les collèges, qu'on a essayé de se faire connaître auprès des collèges et que ça a bien fonctionné, notamment grâce aux bouche à oreille, parce que maintenant on a presque 40% des collèges français qui sont abonnés au magazine. Ce qui veut dire que derrière ça, on a beaucoup plus que nos 5000 abonnés, on a beaucoup plus de lecteurs en fait. Et ça, c'est une très grande satisfaction pour nous. Justement, grâce à la lecture publique, on est aussi présent dans près de 400 bibliothèques, de pouvoir être lu par beaucoup de monde. Alors justement, Christophe, on va continuer à en parler dans un instant, mais juste avant de reprendre nos échanges, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
何时候会来，但学好地震自救知识，可以更好的保护自己和他人。 Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Christophe Coqui, le rédacteur en chef et le fondateur de Geek Junior. Christophe, juste avant de reprendre nos discussions, on va faire un tour du côté de la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui, vous allez nous parler d'infobésité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? L'infobésité, c'est une surcharge d'informations qu'on ne peut plus gérer, que ce soit les télés, les médias, la presse. On arrive à un point de saturation. C'est considéré comme une maladie. Cliniquement, on parle de volume d'informations. Donc, c'est les informations entrantes que le cerveau de la personne ne peut plus gérer. C'est vraiment une saturation. Ensuite, on parle de capacité de traitement des informations quand le volume d'informations dépasse. Donc, voilà, on appelle ça aussi du bruit numérique et de la pollution numérique. Et ça se traduit comment? On est agressé en permanence par le digital. Tout est calculé pour nous faire rester le plus longtemps possible sur Internet. Pour la télé, c'est pareil. Tout est fait pour nous faire consommer le plus possible. Si on prend juste le cas des infos à la télé, il y a un sentiment d'urgence permanent. Rien qu'avec les banderoles d'actu, en fait, on reste devant la télé à attendre la prochaine banderole et on entasse encore et encore les infos. Mais on a envie de savoir la suivante quand même. On peut aussi parler du scroll, ce système qui a été créé par un génie du mal. En fait, le fonds de commerce de l'infobésité, c'est de créer l'addiction chez les gens. Et le scroll, c'est le parfait exemple de ça. C'est un geste simple. On balaie d'un côté vers un autre et on a un nouveau contenu qui apparaît. Le cerveau, il ne peut pas s'ennuyer. Au contraire, il est stimulé parce qu'il sait qu'il va découvrir des nouvelles choses à l'infini. C'est un mécanisme pervers parce que ce qui crée justement de l'infobésité, c'est ce mécanisme d'attente chez nous. On sait le contenu qu'on quitte, mais on ne sait pas le contenu qu'on va trouver. Donc du coup, on reste à la recherche dont on ne sait même pas quoi, et tout est fait pour nous pousser à consommer du contenu. Il y a l'enchaînement de vidéos automatiques sur YouTube aussi. C'est toujours pareil, on commence devant une vidéo un peu corpo, ou alors une vidéo voilà, qui peut nous aider au quotidien, comment faire un gâteau au yaourt, et on finit sur un tuto, comment coiffer une dinde. Comment on se positionne justement en France sur ce sujet de l'infobésité? Un Français sur deux souffre d'infobésité, c'est énorme, parce qu'on est aliéné aux réseaux sociaux, aux notifications, au scroll, aux vidéos qui défilent. Et ça continue au travail avec les mails, les données qui s'empilent et notre charge mentale qui finit en PLS. Alors justement, l'infobésité au travail, ça donne quoi? Clairement, c'est les mails, le grand coupable. C'est les mails qui appuient sur la charge mentale des salariés et des dirigeants. Et en France, on aime bien que tout le monde soit au courant de tout, sans aucune raison parfois. La preuve, c'est l'étude MailUp, avec 30% d'emails pro. Et c'est des gens en fait, qui sont mis en copie, ces 30%-là. Sans forcément de pertinence. 25%, c'est le fameux bouton « Répondre à tous ». 18%, c'est du transfert de mails. Et 17%, c'est du blabla, des conversations entre collègues, avec environ 10 allers-retours de mails. Et tout ça, ça crée de l'infobésité. Alors justement, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? On parlait déjà de surcharge informationnelle dans les années 60, et là, ça continue encore et encore, comme dirait la chanson. On a P. Aron et C. Petit qui nous donnent des chiffres effrayants sur l'évolution. L'humanité a produit au cours des 30 dernières années plus d'informations qu'en 2000 ans d'histoire, et ce volume d'informations double tous les 4 ans. Voilà ce qu'ils ont dit. Et on peut aussi parler de l'évolution de la pub avec une enquête PPC Protect. Dans les années 70, on estimait qu'une personne voyait en moyenne entre 500 et 1600 publicités chaque jour dans les affiches publicitaires, dans les journaux ou à la télé. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 6000 et 10 000. Donc, une énorme croissance. Il y a des pubs partout, dans les newsletters, dans les médias, les réseaux sociaux, les podcasts, les jeux, le cinéma. On est envahi. Et dernière comparaison avant-après, le volume d'informations qui est reçu par les cadres, il est 10 fois supérieur à ce qu'il était il y a 15 ans. La source, c'est OnePoll. Alors, vous allez nous dire ça dans un instant. Il y a une tendance inquiétante aussi qui encourage l'infobésité sur TikTok. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, en fait, les gens, ils veulent consommer un maximum de contenu. Parce qu'on est à l'ère du snack content, les gens vraiment n'ont plus le temps, ils n'ont plus de capacité d'attention. Donc on a par exemple la chanteuse Angèle qui a joué ce jeu qui pour moi est très pervers, où elle a publié
un extrait de son clip en x3, x4. Et c'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Même une simple chanson, ils prennent plus le temps de l'écouter dans son format classique. Quelles sont les conséquences alors de l'infobésité ? Alors, ça crée des erreurs de jugement, de stress et bien sûr une baisse d'énergie et de productivité. Donc, c'est comme si vous imaginez un aspirateur et il va vampiriser vos énergies. C'est ça l'infobésité. C'est pas prêt de s'arrêter vu l'émergence de tous les nouveaux métiers liés au digital, par exemple comme créateur de contenu. Comment on peut s'en protéger alors ? Vous avez une routine à nous proposer ? Ouais, alors moi par exemple, je fais une détox des réseaux sociaux 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et ça a changé ma vie. Je profite de la vie, des vrais gens, de vraiment connecter avec les moments simples. Et ça repose vraiment l'esprit. Donc j'aimerais vraiment dire aux gens que vis-à-vis des réseaux, surtout quand on a un job qui est lié à la communication comme moi, c'est vraiment important de se ressourcer et de déconnecter avec le digital, avec finalement ce qui n'est pas la vraie vie et reconnecter avec la vraie vie, les vrais gens et les vrais moments simples. Et voilà le bon conseil de Dorit Naon. Merci beaucoup pour cette chronique. Et puis nous, on va retourner sur l'éducation au numérique des enfants tout de suite dans la deuxième partie du talk. Alors on le voit, on le sait, l'intérêt du numérique est grandissant chez les jeunes, mais c'est aussi pour cette raison qu'ils ont besoin de sensibilisation. Ce que fait notre invité du jour, Christophe Coqui, rédacteur en chef de Geek Junior. Juste avant que Dorit commence sa chronique, elle me disait que quand elle était petite, Dorit, vous lisiez de la presse jeunesse aussi ? Yes, j'étais abonnée au journal de Mickey. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de visibiliser les femmes, déjà je vous remercie parce que c'est très 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 important. Si on fait justement un pont avec le journal de Mickey, chaque année ils font une étude, ils lancent un espèce de sondage auprès des enfants pour dire quelles sont les personnalités préférées des enfants en faisant bien la distinction sur filles et garçons. Et ce qui a été extrêmement étonnant cette année, c'est que les garçons n'ont pas de capacité de projection. Les petits garçons vont vraiment s'identifier à des célébrités garçons et les filles par contre sont totalement capables de s'identifier autant à un garçon qu'à une fille. Et on a la rédactrice en chef du journal de Mickey qui s'est exprimée à ce sujet et qui a expliqué que justement ce qui était à mettre en cause, c'est le manque de représentation donc dans la presse pour que les enfants justement puissent déconstruire cette image de je suis un garçon, je vais vers un garçon, je suis une fille, je vais vers une fille. Et vous de visibiliser justement les petites filles, c'est très très important, ça encourage et ça contribue justement à cette ouverture d'esprit que je trouve assez inquiétante que des enfants n'en soient pas réellement capables aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai que pour nous c'est important, mais l'évolution est encore, c'est encore très compliqué quand on le voit au lycée, le nombre de filles qui vont prendre la spécialité numérique. On avait fait un calcul, ceux qui arrivaient en terminale, celles qui arrivaient en terminale avec sur cette spécialité, ça représentait moins de, je crois, on était à 14%. 14% d'une classe de spécialité numérique, c'était des filles. Sachant que la spécialité numérique est la spécialité au bac la moins représentée. Donc, alors qu'on a des besoins énormes en termes de métier, en termes de compétences, on a vraiment besoin de préparer nos jeunes à ces métiers du numérique qui existent ou qui n'existent pas encore, mais qui vont exister bientôt. Avec l'avènement notamment de l'intelligence artificielle, on va avoir énormément d'applications au quotidien qui vont fonctionner grâce à ces outils. Il faut absolument avoir des compétences et des jeunes qui soient bien formés. Et les jeunes, c'est les garçons et les filles. Alors justement, Christophe, je rebondis sur ce que vous dites qui est passionnant parce que justement, pour pousser l'apprentissage de la programmation informatique, vous avez notamment développé un robot éducatif. Vous proposez depuis 2015 des cours pour apprendre aussi les bases de la programmation. Est-ce que justement, s'initier à la programmation, c'est l'avenir aujourd'hui pour vous ? Pour moi, c'est une base. C'est une base, pas dans le sens où il faut absolument que tout le monde sache programmer ou que tout le monde connaisse un langage de programmation, mais que nos enfants comprennent la logique algorithmique et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Après, certains vont spécialiser, ils vont après apprendre réellement à programmer. Mais avoir une approche, c'est important. Dans le programme au collège, on a la découverte de la programmation, notamment avec le Scratch.
qui est le dossier principal du prochain numéro d'ailleurs de Geek Junior. Mais c'est aussi montrer que la robotique, l'électronique, le numérique, ça peut se faire concrètement. C'est pour ça qu'on avait créé ce robot. On l'a fait en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Technologie Service, qui est basée dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Et on a créé ce petit robot qu'il faut à la fois monter. Donc, ils vont découvrir toutes les pièces électroniques qu'il faut assembler. C'est avec une ossature en bois aussi. Et ensuite, après, qu'ils vont pouvoir faire fonctionner et mettre en place, créer des programmes pour faire fonctionner ce petit robot qui se présente comme ça. Je vais vous le montrer. Ça, voilà. Il est tout là. C'est tout mignon aussi. Il faut à peu près une petite heure pour le monter. Et ensuite, après, on a une douzaine de tutoriels pour le faire vivre, hein, tout simplement. Alors, Christophe, c'est important pour nous. Christophe, j'allais justement vous demander, effectivement, je pense aux parents qui nous regardent, qui nous écoutent, quels conseils vous pouvez leur donner aujourd'hui pour accompagner leurs enfants dans leur vie numérique? Est-ce que c'est l'initiation par le biais, évidemment, de ces projets de programmation? Est-ce que c'est de la sensibilisation aussi sur le cyberharcèlement, sur l'identité en ligne? Le premier conseil que je donne, c'est déjà écouter ces enfants et s'intéresser à leur vie numérique. Parce qu'ils ont déjà eux-mêmes beaucoup à apprendre de la manière dont leurs enfants utilisent, par exemple, leur smartphone. Mais c'est aussi comprendre la logique d'un adolescent qui va être là, pourquoi il utilise un téléphone, pourquoi il l'utilise aussi longtemps. Et ensuite, après, c'est... voilà. À chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité autour du numérique, ne pas hésiter à s'en emparer pour échanger avec ses enfants. Parce que le numérique nous envahit tellement dans notre vie quotidienne que ça doit être un sujet de débat et un sujet qui doit développer l'esprit critique des enfants, des adolescents. Et les parents doivent, en premier lieu, être là pour essayer de communiquer avec leurs enfants sur ces sujets-là. Pas forcément de les motiver absolument à dire il faut que tu saches programmer, il faut que tu t'intéresses à tous ces sujets continuellement, mais qu'ils puissent être attentifs. C'est pareil pour les jeux vidéo, par exemple. Le meilleur moyen pour comprendre la passion d'un adolescent pour les jeux vidéo, ça va être de jouer avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il s'intéresse aux jeux vidéo et en fait de s'intégrer dans son monde numérique. C'est, je pense, une bonne solution pour qu'ils puissent, que parents et enfants puissent mieux se comprendre par rapport à ce sujet qui est souvent une source de tension pour les familles. C'est vrai. Mais vous leur donnez quelques clés, en tout cas, dans cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, Christophe, vous le voyez, la vie numérique des jeunes, la sécurité en ligne, la gestion du temps d'écran ou encore la protection de leur vie privée sont des sujets à la fois importants, mais aussi nécessaires pour les enfants. Vous en faites partie. Vous traitez ces problématiques avec le magazine Geek Junior. Merci beaucoup à vous. Christophe Coqui, vous êtes, je le rappelle, le rédacteur en chef et le créateur de ce magazine. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir parlé avec autant de clarté de ces sujets-là. Je voudrais remercier aussi notre chroniqueuse du jour, Dorit. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.